Le verre de sangria éclaboussa le sol en un arc rougeoyant, comme une blessure ouverte sous les lumières tamisées du restaurant. Espèce de lesbienne dépravée, cracha l'homme, sa voix rauque traversant le murmure des convives comme un coup de poignard. Amélie, les joues en feu, sentit son cœur se serrer, mais au lieu de plier, elle se redressa, ses yeux verts plantés dans ceux de son bourreau, et murmura d'une voix de velours, « Vous n'avez pas idée de ce que c'est que l'amour vrai, monsieur. » C'était une soirée d'été à Séville, cette ville andalouse où les rues pavées exhalent encore l'odeur des orangers en fleurs malgré la chaleur étouffante de juillet. Noémie et Amélie étaient venues là pour s'évader, pour laisser derrière elles les brumes grises de Paris et les regards en coin de leurs familles respectives. Noémie, avec ses cheveux noirs coupés courts qui encadraient un visage aux traits anguleux, hérité d'une mère basque, avait toujours été la force tranquille du duo. À 30 ans, elle exerçait comme restauratrice dans un petit bistrot du Marais, où elle infusait ses plats d'une passion discrète, presque secrète, comme son amour pour Amélie. Cette dernière, 2 ans de moins, aux boucles châtaines qui dansaient sur ses épaules et aux yeux verts qui pétillaient d'une joie contagieuse, était professeure de littérature à la Sorbonne. Elle parlait de Baudelaire comme d'un amant perdu, avec une ferveur qui faisait rougir ses étudiants. Ensemble, elles formaient un tableau vivant de ce que la France moderne offrait de plus audacieux, 2 femmes qui s'aimaient sans phare, sans compromis, dans un monde qui feignait l'acceptation tout en murmurant des jugements. Elles avaient choisi El Cortijo, un restaurant niché dans le quartier de Triana, où les guitares flamencas résonnaient encore dans les ruelles adjacentes. Les murs blanchis à la chaux, ornés de faïences aux motifs arabes, et les tables en bois massif chargées de tapas fumantes promettaient une soirée parfaite. Amélie avait ri en commandant les gambas à l'agio, ses doigts effleurant ceux de Noémie sous la nappe, un geste furtif qui valait tous les « je t'aime » du monde. Mais le destin, ce farceur impitoyable, avait d'autres plans. Tout avait commencé innocemment. Assises à une table d'angle, près d'une fenêtre ouverte sur la nuit veloutée, elles sirotaient leur vin quand un groupe d'hommes entra bruyamment. 4 au total, la cinquantaine bien tassée, avec ses costumes froissés qui trahissent les hommes d'affaires en escapade. L'un d'eux, un colosse au crâne luisant et à la moustache épaisse appelons-le Raoul, bien qu'il ne se soit pas présenté ainsi, s'installa à la table voisine. Son regard s'attarda un peu trop longtemps sur Amélie, qui, dans sa robe rouge fluide, irradiait une sensualité naturelle, presque inconsciente. « Regardez-moi ça » marmonna-t-il à ses comparses, assez fort pour que les mots portent jusqu'à elle. Noémie serra les dents, mais Amélie, fidèle à son tempérament de feu, ignora l'insulte naissante. Elle n'était pas du genre à se laisser abattre par des regards lubriques, elle avait grandi dans une famille provençale où les hommes comme Raoul étaient légion, et elle avait appris à les désarmer d'un sourire. Mais ce soir-là, quelque chose clochait. Peut-être était-ce la fatigue du voyage, ou la nostalgie qui les rongeait toutes deux. Noémie avait laissé sa sœur, Claire, à Paris, en pleine crise après un coming-out raté. Amélie, quant à elle, portait encore le deuil silencieux de sa mère, disparue l'hiver précédent, qui n'avait jamais accepté cette abomination, comme elle l'appelait. Les rires gras du groupe s'amplifièrent avec les verres de sangria. Raoul, enhardi par l'alcool, se tourna vers elle. « Mesdames, vous êtes françaises, n'est-ce pas ? On reconnaît les Parisiennes à 10 kilomètres. Toujours si. Libérées. » Le mot glissa de sa langue comme une insinuation visqueuse. Noémie posa sa fourchette, son regard d'obsidienne fixé sur lui. « Et vous, Espagnol ? Toujours si hospitalier. » La riposte fut sèche, mesurée, mais Amélie posa une main sur son bras, un avertissement muet. « Pas ce soir, ma chérie. Pas ici. » Mais Raoul n'en démordit pas. Ses amis, des clones bedonnants aux chemises tendues sur des ventres proéminents, se joignirent au chœur. Libérés, oui. Jusqu'à ce qu'on voit ce que ça donne dans l'ombre. Des femmes qui s'embrassent comme des hommes, c'est contre nature. Les mots tombèrent comme des pierres dans un étang calme, rit dans l'air du restaurant. Les autres clients, une famille espagnole à la table d'à côté, un couple de touristes anglais baissèrent les yeux, mal à l'aise. Le serveur, un jeune andalou aux boucles sombres, s'approcha, hésitant. « C'est Nora, messieurs, s'il vous plaît. » Amélie sentit une nausée monter, non pas de peur, mais de cette rage sourde qui bouillonnait en elle depuis des années. Elle se rappelait les dîners de famille à Aix-en-Provence, où son père, un notaire rigide, feignait l'ignorance tandis que sa mère serrait les lèvres jusqu'à ce que le sang n'y afflût plus.
Elle se rappelait les nuits passées à pleurer dans les bras de Noémie, cette femme qui l'avait sauvée d'un amour hétéro forcé, qui l'avait aimée avec une tendresse infinie lors de leur première rencontre, à une lecture de poésie dans un café du quartier latin. Noémie, avec son parfum de thym et de lavande, ses mains calleuses de cuisinière qui caressaient ses cicatrices invisibles. Contre nature, répéta Amélie, sa voix tremblante mais claire, comme un vinyle rayé qui refuse de s'arrêter. Elle se leva lentement, sa robe rouge captant les reflets des chandelles, et s'approcha de leur table. Les hommes la fixèrent, surpris par son audace. Raoul ricana, mais ses yeux trahissaient une lueur d'incertitude. Exactement, mademoiselle. Dieu n'a pas fait les femmes pour ça. C'est alors que le verre vola. Pas lancé par Amélie, non par Raoul lui-même, dans un geste maladroit pour attraper sa carafe, éclaboussant le sol et les pieds nus d'Amélie sous sa robe. Le liquide rouge coula comme du sang, et avec lui, quelque chose en elle se brisa. Ou plutôt, se libéra. Noémie bondit de sa chaise, son instinct protecteur la propulsant en avant. Assez, siffla-t-elle, sa voix basse et vibrante d'une colère contenue, celle d'une basque qui sait que les mots peuvent trancher plus profondément qu'une lame. Elle glissa un bras autour de la taille d'Amélie, un geste possessif et tendre à la fois, qui fit rougir les joues de sa compagne malgré la tourmente. Les hommes éclatèrent de rire, un cœur gras et alcoolisé qui résonna contre les murs ocres du restaurant. Regardez-les, ces gouines françaises. Elles se croient au-dessus des lois de Dieu. Le mot gouine frappa Amélie comme une gifle. Elle avait entendu pire, bien sûr, les insultes murmurées dans les couloirs de la Sorbonne, les lettres anonymes glissées sous la porte de leur appartement parisien. Mais ici, à Séville, sous ce ciel étoilé qui promettait la passion et la tolérance andalouse, cela prenait une dimension théâtrale, presque opératique. Elle pensa à Carmen, cette héroïne de Bizet qui défiait les conventions pour l'amour, et un sourire amer effleura ses lèvres. Si seulement c'était aussi simple qu'un opéra. Vous parlez de Dieu, dit-elle enfin, sa voix gagnant en assurance, comme un crescendo dans une symphonie de Ravel, mais avez-vous déjà lu Proust? Ou Colette? L'amour n'a pas de genre, messieurs. Il a une âme. Et la nôtre est plus pure que vos préjugés avinés. Les mots sortirent en français, mais Raoul, qui avait visiblement passé du temps à la frontière, comprit assez pour que son visage vire au pourpre. Ses amis se levèrent à demi, poings serrés, mais le serveur intervint à nouveau, plus ferme cette fois. Por favor, caballeros, esto es un lugar de paz. Noémie tira Amélie en arrière, vers leur table, mais le mal était fait. Les larmes piquaient les yeux de sa bien-aimée, non pas de honte, mais de cette douleur viscérale qui ravivait les fantômes du passé. Assises à nouveau, elles commandèrent un dessert qu'elles ne touchèrent pas des churros saupoudrés de sucre, censés symboliser la douceur après la tempête. Mais la nuit s'alourdit. Dehors, les rues de Triana bruissaient de guitares et de rires lointains, un contraste cruel avec le silence pesant qui s'était installé entre elles. « Pourquoi as-tu répondu » murmura Noémie, sa main caressant la paume d'Amélie, traçant des cercles apaisants. « Tu sais que ces types ne valent pas une larme. » Amélie leva les yeux, ses prunelles vertes embuées comme une forêt après la pluie. « Parce que j'en ai assez de me taire, Noé. Assez de feindre que notre amour est un secret honteux. Maman est morte en me haïssant pour ça, et je refuse de laisser des porcs comme lui me voler ce qui reste de joie. » Noémie hocha la tête, le cœur serré. Elle se rappelait leur première nuit ensemble, 3 ans plus tôt, dans un hôtel minuscule près de la Seine. Amélie, alors en larmes après une dispute familiale, s'était blottie contre elle, et Noémie avait murmuré des promesses qu'elle tenait encore, « Je te protégerai toujours. » Mais ce soir, c'était Amélie qui avait besoin de protection, et Noémie se sentait impuissante, comme une cuisinière devant un four en panne. Elles quittèrent le restaurant peu après minuit, l'air tiède les enveloppant comme une étreinte réconfortante. Les lanternes des rues projetaient des ombres dansantes sur les façades blanchies, et au loin, le Guadalquivir scintillait sous la lune. Elles marchèrent main dans la main, ignorant les regards curieux des passants. Séville, malgré sa réputation de ville ouverte, gardait encore des recoins conservateurs, des échos de l'Inquisition dans les murmures des vieux. Amélie s'appuya contre l'épaule de Noémie, inhalant son parfum familier de sel de mer et d'épices. « Rentrons à l'hôtel, » souffla-t-elle. « J'ai besoin de toi. » Leur chambre, au cœur de El Alcázar, était un havre de luxe modeste,
lit à baldaquin au drap de lin blanc, balcon donnant sur des patios fleuris de bougainvilliers. Dès que la porte se referma, Amélie se jeta dans les bras de Noémie, ses lèvres cherchant les siennes avec une urgence désespérée. Le baiser fut un feu d'artifice, un mélange de sel des larmes et de douceur des lèvres, un rempart contre le monde extérieur. Noémie la souleva, ses mains fortes glissant sous la robe rouge, et elles tombèrent sur le lit dans un tourbillon de rires étouffés et de soupirs. Là, dans l'intimité de leur bulle, l'amour reprit ses droits. Noémie embrassa chaque parcelle de peau d'Amélie, la courbe de son cou, la fossette au creux de ses reins, les seins fermes qui se pressaient contre elle avec une ferveur presque sacrée. Amélie, les yeux fermés, se cambra sous les caresses, murmurant des mots en français ancien, des vers de Verlaine qu'elle récitait comme une prière. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Mais ce n'était pas de tristesse, c'était de libération. Leurs corps s'entrelacèrent, fluides et puissants, dans une danse lente et sensuelle qui effaçait les insultes de la soirée. Noémie, avec sa patience infinie, explora Amélie comme un terroir inconnu, ses lèvres traçant des cartes de plaisir sur sa peau olive. Amélie, en retour, mordilla l'oreille de Noémie, ses ongles griffant légèrement son dos, marquant son territoire avec une tendresse possessive. Quand l'extase les emporta, ce fut ensemble, un cri muet qui fit vibrer les murs de pierre. Elles restèrent enlacées, essoufflées, le cœur battant à l'unisson. « Tu es ma force » chuchota Amélie, ses doigts emmêlés dans les cheveux noirs de Noémie. « Et toi, ma lumière » répondit celle-ci, déposant un baiser sur son front. Dans ces moments-là, le monde extérieur n'existait plus, il n'y avait qu'elle, deux âmes françaises égarées en Andalousie, tissant leur roman personnel au fil des nuits étoilées. Mais le lendemain matin, la réalité reprit ses droits. Le soleil andalou filtrait à travers les volets, peignant des rayures dorées sur le sol carrelé. Noémie se réveilla la première, comme toujours, et prépara un café fort dans la petite kitchenette de l'hôtel. Amélie, encore ensommeillée, s'enroula dans le drap et la rejoignit, posant son menton sur son épaule. « Que allons-nous faire aujourd'hui ? Visiter El Alcázar ? Ou fuir vers Grenade ?» demanda-t-elle d'une voix rauque, encore imprégnée des échos de la nuit. Noémie hésita, remuant le sucre avec une cuillère tintante. « Fuir ? Non, ma belle. On affronte. Ces types d'hier. Ils ne méritent pas qu'on change nos plans pour eux. » Mais au fond d'elle, une inquiétude grandissait. Elle avait reconnu Raoul, ou du moins son type, un homme d'affaires local, peut-être lié à la famille de sa propre sœur, Claire, qui avait des contacts en Espagne pour ses importations de vin. Et si cette humiliation n'était que le début d'une tempête plus large ? Elles sortirent pour le petit déjeuner dans un café adjacent, où des retraités espagnols lisaient El País autour de tasses de café qu'on léchait. L'air était chargé d'odeurs de jasmin et de pain frais, et pour un instant, la paix revint. Amélie commanda des tostadas au jambon ibérique, riant aux éclats quand Noémie essuya une miette de son menton. Mais alors qu'elle sirotait leur jus d'orange, un message tinta sur le téléphone de Noémie. C'était Claire, appelle-moi d'urgence. Problème avec un client à Séville. Il s'appelle Raoul Vargas. Et il sait pour toi et Amélie. Le sang de Noémie se glaça. Vargas. Le nom résonna comme un glas. Elle avait entendu parler de lui par Claire, un importateur influent, conservateur jusqu'à la moelle, avec des liens dans la politique locale. Et maintenant, il savait. Pour elle. L'humiliation de la veille n'était pas un hasard, c'était une déclaration de guerre. Amélie, sentant le changement, posa sa main sur la sienne. « Qu'y a-t-il » Noémie lui montra le message, et les yeux vers s'assombrir. « Il nous traque » murmura Amélie. « Mais pourquoi ? Que avons-nous fait pour mériter ça ?» Noémie secoua la tête, son esprit basque bouillonnant de plans. « Rien. C'est lui qui est pourri. Mais on ne se laissera pas faire. » Leur journée, prévue pour être une flânerie romantique dans les jardins de El Alcázar, se transforma en une enquête discrète. Elles louèrent un scooter, un Vespa rouge vif, clin d'œil à la robe de la veille, et filèrent vers le quartier des affaires de Séville, où Raoul Vargas tenait ses bureaux. La ville défilait autour d'elle, cathédrale gothique dominant le paysage, ponts arqués sur le fleuve, et ses patios secrets où les femmes andalouses cultivaient encore des secrets d'amour. Noémie conduisait, ses cheveux fouettés par le vent,
tandis qu'Amélie s'accrochait à sa taille, le nez enfoui dans son cou. Elles s'arrêtèrent devant un immeuble moderne, vert et acier tranchant avec l'architecture mauresque environnante. À travers les baies vitrées, elles aperçurent Raoul, en pleine conversation téléphonique, son visage rougeaud crispé par la colère. « Il parle de nous », souffla Amélie, le cœur battant. Noémie hocha la tête. « Et il n'est pas seul. Regarde, sa fille est là. » La jeune femme, une brune d'une vingtaine d'années aux traits fins, écoutait son père avec une expression résignée. Était-ce elle qui avait vendu la mèche? Une rivale jalouse, ou une victime collatérale de l'homophobie familiale? Amélie sentit une pointe de compassion percer sa rage. Peut-être qu'elle n'a pas le choix, murmura-t-elle. Noémie, pragmatique, sortit son téléphone pour prendre une photo discrète. On en saura plus ce soir. Claire nous rejoint par le premier vol. La journée se poursuivit dans une tension palpable. Elles visitèrent quand même El Alcázar, main dans la main, feignant l'insouciance pour les touristes autour. Les jardins, avec leurs fontaines murmurantes et leurs haies taillées en labyrinthe, offraient un répit. Amélie cueillit une fleur d'hibiscus et la glissa dans les cheveux de Noémie. « Pour te rappeler que la beauté triomphe toujours », dit-elle, sa voix un mélange de défi et de vulnérabilité. Noémie l'embrassa là, sous un citronnier, ignorant les cliquetis des appareils photo. C'était leur façon de résister, par l'amour, par ces gestes qui défiaient le monde. Mais le soir venu, la confrontation se profila. Claire arriva à l'aéroport de Séville, une valise à la main et un air déterminé sur le visage, une version plus douce de Noémie, avec les mêmes yeux noirs et une cascade de cheveux châtains. Sœur aînée de Noémie, elle avait toujours été leur alliée silencieuse, gérant les crises familiales avec une diplomatie basque. Raoul Vargas est un serpent, expliqua-t-elle au dîner, dans un petit tapas-bar loin des regards. Il a entendu parler de votre voyage de lesbienne par un contact commun. Et il déteste ça parce que sa propre fille. Disons qu'elle a des penchants similaires. Il projette ses peurs sur vous. Amélie écouta, le menton posé sur ses mains, tandis que Noémie serrait les poings sous la table. Et maintenant? Il va nous faire du tort professionnel? Menaçait Claire? Claire secoua la tête. Pas si on le devance. J'ai une idée. Demain, on organise un dîner. Chez lui. Et on l'invite à goûter à la vraie hospitalité française. Le plan était audacieux, presque fou, infiltrer le cercle de Raoul pour le confronter sur son terrain. Amélie, avec son bagou de professeur, rédigerait un discours, Noémie cuisinerait un festin qui fondrait les cœurs, Claire jouerait les médiatrices. Mais au fond, c'était un pari sur l'humanité de l'homme, sur cette étincelle de doute que Noémie avait vue dans ses yeux la veille. Cette nuit-là, de retour à l'hôtel, l'amour entre Amélie et Noémie prit une teinte plus sombre, plus urgente. Elles firent l'amour avec une intensité nouvelle, comme si chaque caresse était un serment de guerre. Amélie, allongée sur Noémie, ses hanches ondulant au rythme d'un tango intérieur, murmura « Si on perd, au moins on aura eu ça ». Noémie, les mains agrippant ses fesses fermes, répondit d'un grognement « On ne perdra pas. Jamais ». Le dîner chez Raoul Vargas était une mascarade parfaite, un ballet de faux-semblants dans une villa surplombant Séville, où les lumières de la ville scintillaient comme des joyaux volés. La maison, un mélange de modernité criarde et de tradition andalouse, sol en marbre veiné, tapisserie flamenca au mur, respirait l'opulence mal assumée. Raoul avait accepté l'invitation avec une courtoisie forcée, flatté par la perspective d'un partenariat commercial avec Claire. Il ignorait, bien sûr, que les « associés » de sa sœur étaient les mêmes femmes qu'il avait insultées 2 nuits plus tôt. Amélie, vêtue d'une blouse blanche fluide brodée de motifs provençaux, portait un plateau de fromages affinés qu'elle avait fait importer en urgence. Ses boucles châtaines étaient relevées en un chignon lâche, révélant la nuque gracile que Noémie aimait embrasser. Noémie, en pantalon noir ajusté et chemise en lin beige, supervisait la cuisine ouverte, où elle avait improvisé un menu fusion, escargot à la provençale revisité avec du piment andalou, ratatouille aux tomates séchées locales, et un clafoutis aux cerises de Murcie pour le dessert. Ses mouvements étaient précis, presque chorégraphiés, comme si elle composait une symphonie culinaire pour apaiser les âmes enragées. Claire, en hôtesse impeccable dans une robe bleu marine, circulait parmi les invités, la femme de Raoul,
une Espagnole discrète nommée Isabelle, aux cheveux grisonnants et au sourire forcé, leur fille, Sofia, 22 ans, une beauté timide aux yeux baissés et aux lèvres pincées, et deux associés de Raoul, des hommes falots qui riaient à ses blagues sans conviction. L'air embaumait l'ail, le romarin et une tension sous-jacente, comme un orage qui gronde au loin. À l'amitié franco-espagnole, porta Claire en toast, son verre de Rioja tintant contre celui de Raoul. Celui-ci, en costume 3 pièces malgré la chaleur, hocha la tête avec un sourire carnassier. Oui, à l'amitié. Et à des affaires honnêtes, sans complications. Le sous-entendu plana, mais Amélie, qui versait le vin, feignit l'innocence. Complications? Oh, vous parlez peut-être de l'amour? Rien de plus honnête, croyez-moi. Le repas se déroula dans une trêve précaire. Noémie servit les plats avec une grâce étudiée, ses yeux noirs croisant parfois ceux d'Amélie dans un échange silencieux. Tiens bon. Sofia, assise en face d'Amélie, leva les yeux pour la première fois quand elle goûta les escargots. C'est exquis, murmura-t-elle, sa voix un filet timide. Amélie sourit, voyant en elle un miroir brisé de sa propre jeunesse. Merci. L'amour dans la cuisine, c'est comme dans la vie, il faut du piquant pour réveiller les sens. Raoul grogna, mais Isabelle intervint, changeant de sujet vers les vins bordelais que Claire importait. La conversation glissa vers des terrains neutres, le flamenco, les corridas, les orangers de Séville, mais sous la surface, le courant était électrique. Amélie sentait le regard de Raoul sur elle, accusateur, comme s'il cherchait à la réduire à une aberration. Et puis, au milieu du plat principal, cela arriva. Sofia, enhardie par le vin, posa une question anodine. « Et vous, mesdames, que faites-vous à Paris ?» Amélie, sentant le piège se refermer, répondit avec une franchise désarmante. « J'enseigne la littérature. Les amours interdites, surtout. Comme celle de Sappho, ou de Madame de Lafayette. Des femmes qui aimaient les femmes, et qui ont changé le monde avec leurs mots. » Le silence tomba comme une guillotine. Raoul posa sa fourchette avec un claquement sec. Des perversions, voilà ce que c'est. Et vous osez venir chez moi, après ce que j'ai vu au restaurant? Les masques tombèrent. Isabelle blêmit, serrant la main de sa fille, les associés se raclèrent la gorge, mal à l'aise, Claire tenta de désamorcer. Raoul, calmez-vous. Nous sommes là pour les affaires. Mais Raoul se leva, sa chaise raclant le marbre. Affaire avec des déviantes? Jamais. Je sais qui vous êtes, toutes les deux. Des lesbiennes qui corrompent ma ville. Et toi, Sofia, ne t'avise pas de les écouter. Amélie sentit son sang bouillir, mais cette fois, ce fut Noémie qui craqua. Elle s'avança, un plat de ratatouille encore fumant à la main, et le posa devant Raoul avec une douceur menaçante. Monsieur Vargas, vous parlez de corruption? Regardez votre fille. Elle a du courage dans les yeux, plus que vous n'en aurez jamais. Et notre amour? Il n'est pas une maladie. C'est une force. Une qui a survécu à des familles comme la vôtre, à des hommes comme vous. Raoul balaya le plat d'un revers de main, en voyant la ratatouille s'écraser contre le mur dans un éclat de couleurs vives, tomates, aubergines, poivrons, comme une peinture abstraite de colère. Sortez! Toutes, hurla-t-il. Mais Sofia se leva alors, ses mains tremblantes. Papa, arrête. Elles ont raison. J'aime une femme. Depuis des mois. Et tu me fais honte pour ça? Le choc figea la pièce. Isabelle porta une main à sa bouche, les larmes coulant silencieusement. Raoul vacilla, son visage passant du rouge à un gris cendreux. Sofia. Non. C'est impossible. Mais sa fille, libérée par les mots d'Amélie, continua. C'est possible, papa. Et c'est moi. Pas elle. Elles ne font que vivre ce que je cache. Amélie, le cœur gonflé d'une émotion complexe, triomphe mêlé de pitié, s'approcha de Sofia et lui prit la main. Tu n'es pas seule, murmura-t-elle en espagnol approximatif, appris pour l'occasion. Noémie, à ses côtés, hocha la tête, son bras autour des épaules d'Amélie comme un bouclier. Claire, pragmatique, ramassa les débris du plat et dit calmement, Raoul, écoutez votre fille. Ou perdez-la.
C'est le choix que vous faites ce soir. Raoul s'effondra sur sa chaise, la tête dans les mains, un homme brisé par ses propres préjugés. Isabelle se leva, embrassa Sophia sur le front, puis, dans un geste inattendu, serra Amélie dans ses bras. « Merci, chuchota-t-elle. Pour avoir donné du courage à ma fille. » Les associés, gênés, s'excusèrent et partirent en murmurant des au revoir hâtifs. La soirée se termina dans une aube incertaine. Dehors, la lune baignait la villa d'une lumière argentée, et les 4 femmes Noémie, Amélie, Claire et Sophia se retrouvèrent sur la terrasse, partageant un verre de Quérès en silence. Raoul était monté dans sa chambre, vaincu pour l'instant. « Et maintenant ?» demanda Sophia, sa voix encore fragile. Amélie sourit, serrant la main de Noémie. « Maintenant, on vit. On aime. Sans peur. » Mais la nuit n'était pas finie. Tandis qu'elle rentrait à l'hôtel en taxi, un appel de Claire brisa l'euphorie, il a annulé le contrat. Et il menace de salir votre réputation à Paris. Des rumeurs, des lettres aux employeurs. Noémie jura en basque, un flot de mots ancestraux que seule Claire comprenait. Amélie, pâle, se blottit contre elle. La réaction, murmura-t-elle. Toujours la pire des vengeances. Les jours suivants furent un tourbillon de défense. À Paris, via des appels frénétiques, elles contactèrent des avocats spécialisés en diffamation, des associations LGBT comme SOS Homophobie. Noémie ferma temporairement son bistrot, déléguant à un sous-chef fidèle, tandis qu'Amélie annula ses cours pour rédiger une lettre ouverte, un manifeste poétique sur l'amour libre inspiré de Simone de Beauvoir. « Nous ne sommes pas des victimes, écrivit-elle. Nous sommes des amantes, des guerrières du cœur. Et Raoul Vargas ne nous brisera pas. » Sophia, de son côté, fit le grand saut, elle quitta la villa pour s'installer chez une amie à Madrid, envoyant une vidéo émouvante à son père où elle déclarait son amour pour une artiste peintre nommée Lucia. Isabelle, transformée par la révélation, appela Amélie pour la remercier, promettant de raisonner Raoul. Mais celui-ci, rongé par la honte, riposta par des mails venimeux, accusant les « Françaises décadentes » de détruire sa famille. Le climax survint une semaine plus tard, lors d'une réception organisée par Claire à Paris, un vernissage dans une galerie du Marais, où des artistes queer exposaient des toiles vibrantes de couleurs et de corps entrelacés. Noémie et Amélie y étaient, vêtues d'élégance simple, Amélie en jupe crayon noir, Noémie en veston tailleur. L'air embaumait le vin et les parfums orientaux, et la foule un mélange d'intellectuels, de militants et de curieux bourdonnait d'énergie. Raoul avait osé venir, escorté par un avocat madrilène, pour « négocier » en personne. Il surgit au milieu de la soirée, son costume froissé par le vol, son visage marqué par l'insomnie. « Vous avez ruiné ma vie » lança-t-il à Amélie, qui discutait avec une sculptrice. Les têtes se tournèrent, le silence s'étira comme une toile tendue. Amélie ne flancha pas. Elle s'avança, microphone en main car Claire, prévoyante, avait tout prévu pour un événement public. « Monsieur Vargas, dit-elle d'une voix claire, amplifiée par les haut-parleurs, vous avez tenté de nous humilier parce que nous aimons différemment. Mais regardez autour de vous, cet amour uni, il ne divise pas. Votre fille Sophia est à Madrid, libre pour la première fois, grâce à la vérité que vous refusiez. Et nous sommes plus fortes. » La galerie explosa en applaudissements. Noémie rejoignit Amélie sur l'estrade, l'embrassant devant tous, un baiser profond, passionné, qui scella leur victoire. Raoul, isolé, balbutia des excuses incohérentes avant de s'effondrer en sanglots, soutenu par son avocat. Plus tard, Isabelle appela, Raoul avait entamé une thérapie, forcée par la famille, et Sophia rentrait pour un dîner de réconciliation. Mais la trahison n'était pas finie. Car au milieu de cette gloire, Amélie confia à Noémie un secret. Lors de leur voyage à Séville, elle avait revu un ex-amant, un collègue de la Sorbonne, pour clore un chapitre. Un baiser volé, rien de plus, mais la culpabilité la rongeait. « Je t'aime, Noé, mais j'ai eu peur. Peur de nous. » Noémie, blessée, sentit le sol se dérober. Était-ce la réaction à l'humiliation, ou un signe plus profond? Le conflit s'envenima dans les jours qui suivirent. Noémie, fière et têtue, s'enferma dans le silence, cuisinant des plats amers qu'Amélie ne touchait pas. « Tu m'as trahi,
accusa-t-elle enfin, lors d'une nuit orageuse à Paris. La pluie martelait les fenêtres de leur appartement, un duplex haussmannien au plafond. Amélie pleura, ses yeux verts implorants, c'était une erreur, un adieu à mon passé hétéro. Toi, tu es mon présent, mon futur. La dispute fut un ouragan émotionnel, cris, reproches, puis une étreinte désespérée sur le tapis persan. Noémie, les larmes coulant, murmura, « J'ai peur de te perdre, comme j'ai perdu maman à cause de ça. » Amélie, serrant son visage entre ses mains, répondit, « Jamais. Notre amour est plus fort que les trahisons, plus fort que les Raoul du monde. » Elles se réconcilièrent dans l'aube grise, leurs corps se retrouvant avec une tendresse renouvelée. Noémie caressa les cicatrices d'Amélie, celles du cœur, invisibles mais profondes, et promit, on affronte tout ensemble. Amélie, en retour, écrivit un poème pour elle, des vers fluides sur l'amour comme un flamenco du âme. Les mois d'automne enveloppèrent Paris d'une mélancolie douce, celle des feuilles jaunies dans les Tuileries et des cafés fumant le long de la Seine. Noémie rouvrit son bistrot, rebaptisé « L'amour interdit », un clin d'œil ironique à leur épreuve. Les critiques gastronomiques s'enflammèrent, une cuisine qui défie les conventions, comme un baiser volé sous la tour Eiffel. Amélie reprit ses cours à la Sorbonne, intégrant désormais des chapitres sur l'amour lesbien dans son programme, citant Audre Lorde aux côtés de Marguerite Yourcenar. Sofia, depuis Madrid, leur envoya des photos de son premier vernissage avec Lucia, deux femmes enlacées devant une toile abstraite, symbole de renaissance. Mais la cicatrice de la trahison persistait, un fil tendu entre Noémie et Amélie. Noémie, avec son tempérament basque fier, rancunier, se surprenait à vérifier le téléphone d'Amélie lors de ses absences, un geste qu'elle méprisait chez elle-même. « C'est la peur qui parle », se disait-elle en pétrissant la pâte à pain à l'aube, les mains farinées comme des masques blancs. Amélie, sensible comme une héroïne de roman français, percevait cette distance et compensait par des gestes exubérants, des dîners aux chandelles sur leur balcon, des week-ends volés à Deauville, où elle marchait pieds nus sur la plage, laissant les vagues emporter leurs doutes. Un soir de novembre, sous une pluie fine qui voilait les lumières de Notre-Dame, la tempête éclata à nouveau. Amélie rentra tard d'une conférence sur le féminisme queer, les cheveux mouillés et les yeux brillants d'enthousiasme. Noé, c'était magique. Une autrice lesbienne de Lyon a lu un extrait de son roman sur deux femmes qui se battent contre une famille homophobe. Comme nous. Noémie, qui éminçait des oignons pour un coq au vin, posa son couteau avec un claquement. Comme nous? Ou comme ton ex et toi, lors de ce clôture de chapitre à Séville? Le silence s'étira, lourd comme le brouillard sur la Seine. Amélie pâlit, ses lèvres tremblant. Tu remets ça sur le tapis? Après tout ce temps? C'était une erreur, Noé. Une faiblesse d'un instant. Noémie se tourna, ses yeux noirs flamboyants. Une faiblesse? Ou un regret? Tu as toujours ce passé hétéro qui te hante, Amélie. Moi, je n'ai que toi. Et si tu doutes? Les mots se brisèrent, et Noémie s'effondra sur une chaise, les épaules secouées de sanglots silencieux. Amélie s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. Écoute-moi. Ce baiser avec Marc? C'était un fantôme, un écho de l'époque où je mentais à moi-même. Mais toi? Elle leva les yeux, sa voix un murmure brisé. Toi, tu es la vérité. La seule qui compte. Souviens-toi de notre première fois, dans ce café du quartier latin. Tu as lu Rimbaud pour moi, et j'ai su que c'était pour toujours. Noémie, les larmes coulant, attira Amélie contre elle, leurs fronts se touchant. J'ai peur, ma chérie. Peur que le monde nous sépare, comme il a failli le faire. Cette nuit-là, leur réconciliation fut un rituel lent, presque sacré. Elles montèrent à l'étage, laissant le coq au vin mijoté oublié. Dans leur chambre, aux murs tapissés de livres et de photos de voyage, Séville en rouge, Paris en gris, elles se déshabillèrent avec une douceur infinie. Noémie embrassa chaque courbe d'Amélie, la ligne de sa clavicule, le creux de son ventre, les cuisses musclées d'une joggeuse. « Tu es à moi » murmura-t-elle, ses lèvres descendant plus bas, explorant avec une dévotion qui effaçait les ombres. Amélie, arquée sous les vagues de plaisir, répondit par des gémissements, ses mains guidant Noémie, leur corps fusionnant en une symphonie de souffle et de chair. L'orgasme les traversa comme une lame de fond,
laissant Amélie tremblante, Noémie protectrice. Allongées ensuite, enlacées sous les couvertures de lin, elles parlèrent jusqu'à l'aube. De leur peur, Noémie avoua la pression de sa famille basque, encore imprégnée de catholicisme rigide. Amélie confia le deuil inachevé de sa mère, dont les lettres posthumes découvertes après sa mort contenaient des excuses tardives pour son rejet. Elle m'aimait, au fond, dit Amélie, une larme perlant. Mais la société l'avait empoisonnée. Comme Raoul. Leur lien, renforcé par cette vulnérabilité, devint une forteresse. Elles décidèrent d'adopter un chat errant trouvé dans les ruelles de Montmartre, une femelle grise aux yeux jaunes, baptisée Carmen, en hommage à l'opéra. Et pour Noël, elles invitèrent Sophia et Lucia à Paris, transformant leur appartement en un sanctuaire de rire et de vin chaud. Raoul, transformé par des mois de thérapie, envoya une lettre: « J'ai été un monstre. Pardonnez-moi. Ma fille m'a sauvé en vous aimant à distance. » Mais le destin, ce romancier cruel, réservait encore un twist. Au printemps, lors d'un voyage à Aix pour les funérailles du père d'Amélie, un homme distant qui avait feint l'ignorance sur sa sexualité, une révélation ébranla tout. Dans les papiers de la maison familiale, Amélie découvrit une correspondance secrète entre sa mère et une amie d'enfance, des lettres passionnées, codées, évoquant des nuits volées dans les calanques provençales. Sa mère avait été lesbienne, réprimée par un mariage arrangé, et avait souffert en silence pour protéger sa fille d'un sort similaire. Amélie s'effondra dans les bras de Noémie, sur le perron de la vieille Bastide aux volets verts. « Elle m'a rejetée pour me sauver », sanglota-t-elle. Elle voulait que je vive libre, même si ça signifiait la haïr. Noémie, les yeux humides, la berça comme un enfant. « Et tu vis libre, ma belle. Grâce à elle, et à nous. » Ce deuil libérateur propulsa Amélie dans une phase créative. Elle écrivit un roman, Les ombres de l'amour, un récit semi-autobiographique sur deux femmes naviguant l'homophobie française et espagnole. Publié par une petite maison d'édition queer à Paris, il devint un succès discret, traduit en espagnol pour Sophia. Les critiques le comparèrent à Le prix du silence de Violette Leduc, cru, poétique, profondément humain. Noémie, inspirée, lança un menu thématique au bistrot, plats inspirés du livre, comme une salade des révélations, aux figues et au fromage de chèvre, symbolisant les vérités amères douces. Leur vie s'équilibra en un rythme harmonieux, matin paresseux au lit, après-midi à flâner dans les marchés aux puces, soirée à danser le tango dans des milongas cachés du marais, un clin d'œil à la passion andalouse. Pourtant, une ombre planait, la réaction de Raoul n'était pas totalement éteinte. Des rumeurs persistantes circulaient dans les cercles d'affaires de Claire, forçant Noémie à envisager une expansion à l'étranger. Lyon. Ou peut-être Séville, pour affronter le fantôme, proposa-t-elle un soir, lors d'un pique-nique au Luxembourg. Amélie, mordant dans une baguette croustillante, rit. Séville. Pour clore le cercle. Et danser le flamenco nu sur la terrasse de El Alcazar. Leur humour, teinté d'ironie française, était leur armure. Et quand Sophia annonça sa grossesse adoptée avec Lucia, un bébé andalou aux yeux sombres, elles devinrent tantes honoraires, envoyant des colis de fromage et de livres pour enfants. Raoul, vieilli mais adouci, assista même à la naissance via Zoom, murmurant des excuses à l'écran. L'été revint, chaud et langoureux, et elles repartirent pour l'Espagne non plus en fuite, mais en conquérante. À Séville, elles dînèrent à El Cortijo, à la même table, commandant des gambas à l'agio sans un regard pour les fantômes. Le serveur, le jeune andalou de l'époque, les reconnut et offrit une bouteille de manzanilla gratuite. Pour les amours courageuses, dit-il avec un clin d'œil. Cette nuit-là, dans leur chambre d'hôtel, l'amour fut une célébration. Amélie, à califourchon sur Noémie, ses seins se balançant au rythme de leurs hanches, murmura des obscénités poétiques, « Baise-moi comme un orage provençal, ma basque sauvage. » Noémie, riant, inversa les rôles, ses doigts plongeant en elle avec une précision experte, arrachant des cris qui firent taire les cigales dehors. Leur plaisir fut un feu d'artifice, explosif et pur, scellant un chapitre. Mais le vrai climax, le moment où Amélie prit définitivement le contrôle, survint lors d'une rencontre fortuite avec Raoul au marché de Triana. Il était là, achetant des oranges pour Isabelle, vieillie de 10 ans en un. « Mesdames », balbutia-t-il, le chapeau à la main. Amélie, sans haine mais avec fermeté, s'avança. «
Monsieur Vargas, nous ne sommes pas vos ennemis. Nous sommes des femmes qui aiment. Et votre fille nous a appris que l'amour guérit même les monstres. Raoul pleura, là, au milieu des étals colorés, et offrit les oranges en geste de paix. Prenez-les. Pour un nouveau départ. Noémie accepta, et elles partirent, panier chargé, riant de cette absurdité humaine. L'automne suivant marqua un tournant. Le roman d'Amélie fut nominé pour le prix Goncourt des lycéens, un honneur qui propulsa leur couple sous les feux des projecteurs. Des interviews dans Le Monde et Télérama dépeignirent Noémie et Amélie comme « les muses lesbiennes de la littérature française contemporaine », un titre qu'elles portèrent avec une ironie affectueuse. Muses ? Plutôt des guerrières, rectifia Amélie lors d'une table ronde à la Fnac, sa main glissée dans celle de Noémie sous la table. Mais la célébrité apporta ses propres conflits. Des fans envahissants, des trolls en ligne recyclant les insultes de Raoul, et pire, une ex d'Amélie, une poétesse jalouse nommée Élise, qui publia un pamphlet accusateur dans un blog obscur, alléguant que leur histoire était « fabriquée pour le buzz ». La trahison, cette fois, vint d'un passé que Noémie croyait enterré. Encore, s'exclama-t-elle, lisant l'article sur son téléphone lors d'un brunch dominical au café de Flore. Les croissants refroidissaient, oubliés. Amélie, les yeux baissés sur son café au lait, murmura « Élise est amère. On a rompu il y a 5 ans, après une nuit. Compliqué. Mais c'est du passé, Noé. Crois-moi. » Noémie se leva, renversant sa tasse dans un éclat de porcelaine. Le passé qui revient toujours. Comme un mauvais vin qui tourne. J'en ai assez, Amélie. Assez de douter. Elle sortit en trombe, laissant Amélie seule au milieu des intellectuels parisiens qui feignaient de ne pas voir. Les jours suivants furent un exil intérieur. Noémie dormit au bistrot, sur un lit de camp improvisé parmi les sacs de farine, cuisinant des plats solitaires qu'elle offrait aux SDF du quartier. Amélie, dévastée, arpentait les quais de Seine, récitant des vers de Prévert pour apaiser son âme. Barbara, il pleut sans cesse sur Brest, comme il pleut sur ma vie. Elle écrivit des lettres qu'elle ne posta pas, des confessions d'amour mêlées de regrets, et contacta même Élise pour une confrontation téléphonique. « Arrête tes mensonges, supplia-t-elle. Tu blesses la femme que j'aime. » Élise, voix aigre au bout du fil, ricana. « Tu l'aimes ? Ou tu joues les héroïnes pour ton livre ?» La rupture semblait inévitable, un climax biographique digne d'un roman de Zola, 2 amantes déchirées par les ombres du passé. Mais l'humanité, cette force imprévisible, intervint sous la forme de Sophia. De passage à Paris avec Lucia et leur bébé, elle débarqua à l'appartement d'Amélie un soir de pluie, le landau ruisselant. « Ma tante honorifique a besoin de moi », déclara-t-elle avec un sourire espiègle. Ensemble, elles concoctèrent un plan, kidnapper Noémie pour un dîner surprise au bistrot, fermé pour la soirée. Noémie, alertée par Claire, arriva réticente, les traits tirés par l'insomnie. La salle était transformée, table dressée aux chandelles, menu écrit à la craie sur l'ardoise, repas de la réconciliation, et au centre, Amélie en tablier, au fourneau. Sophia berçait le bébé, Lucia versait le vin. « Qu'est-ce que » balbutia Noémie. Amélie s'approcha, un bouquet de lavande à la main, le parfum de leur première rencontre. « Laisse-moi te montrer que je suis à toi. » Complètement. Le dîner fut un festin émotionnel. Amélie servit des plats qu'elle avait appris de Noémie, une bouillabaisse simplifiée, des fromages fondus sur pain grillé, un gâteau au chocolat noir amer doux. Entre 2 bouchées, elle parla de son enfance à Aix, où elle espionnait les amours secrètes de sa mère dans les jardins, de sa peur viscérale de l'engagement, héritée de ce silence familial, de ce baiser à Séville, un adieu maladroit à un fantôme. « Mais toi, Noé, tu es réel. Tu es mon foyer. Et Élise ? Une erreur que je renie. » Noémie écouta, les larmes coulant dans son assiette. Puis, d'une voix brisée, elle confessa « J'ai trahi aussi, une fois. Avant toi, avec une serveuse au bistrot. Mais depuis. Tu es tout. » La révélation, au lieu de blesser, libéra. Sophia, témoin, leva son verre, à l'amour imparfait, qui rend humain. Comme mon père l'a appris à ses dépens. La nuit se termina en liesse. Après le départ de leurs invités,
Noémie et Amélie verrouillèrent le bistrot et firent l'amour sur le comptoir, parmi les miettes de pain et les verres vides. C'était primal, urgent. Amélie à genoux, ses lèvres enveloppant Noémie avec une dévotion fiévreuse, Noémie la relevant pour la plaquer contre le mur, ses doigts et sa langue explorant sans merci. Leurs cris résonnèrent dans la salle vide, un hymne à la résilience, et quand elles s'effondrèrent, épuisées, ce fut avec un rire complice. « On est des idiotes », murmura Amélie. « Des idiotes amoureuses », corrigea Noémie. Le printemps apporta la guérison. Le prix Goncourt fut remporté par un autre, mais leur roman se vendit à des milliers d'exemplaires, finançant un voyage en Provence pour Amélie et Noémie. Là, dans la bastide familiale, elles brûlèrent symboliquement les lettres de la mère d'Amélie, dispersant les cendres dans les calanques. « Au vent de la liberté », dit Amélie, embrassant Noémie sous le soleil couchant. Raoul, désormais un allié improbable, envoya un colis, une bouteille de sangria millésimée et une note, pour laver l'humiliation. Avec respect. Sophia organisa une visite à Séville, où Lucia et elle se marièrent dans un patio fleuri, Noémie et Amélie comme témoins. La cérémonie, un mélange de rites païens et catholiques revisités, scella des liens familiaux inattendus. L'hiver venu, elles adoptèrent un deuxième chat, un mâle noir nommé Raoul, pour rire, et Noémie annonça sa grossesse, non biologique, mais via une donneuse et une gestation pour autrui, un projet rêvé depuis des années. Amélie, rayonnante, posa une main sur son ventre encore plat. « Notre famille », murmura-t-elle. « Humaine, imparfaite, magnifique. » Le dénouement fut humain, teinté de cette mélancolie française qui rend la joie plus précieuse. Un soir d'été, de retour à El Cortijo, elles s'assirent à leur table fatidique. Le serveur, vieilli d'un an mais toujours souriant, apporta les gambas. « À la santé des amours qui contrôlent le destin », trinqua Amélie. Noémie, les yeux pétillants, répondit, et qui humilie les haines. Sous les étoiles andalouses, elles s'embrassèrent, indifférentes au regard. Leur histoire, comme un roman de Colette, n'était pas parfaite, marquée par les trahisons, les pleurs, les victoires arrachées mais profondément vraies. Un amour lesbien, français dans l'âme, qui avait pris le contrôle après l'humiliation, et ne le lâcherait plus.